Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent. C'est vrai que le sujet, je l'avais un tout petit peu abordé il y a une dizaine d'années en fait sur des recherches concernant les spoliations juives dans le département des Vosges. Et j'ai tombé aux archives sur un dossier qui s'appelle 54, enfin qui est coté 54 W59, dont je parlerai beaucoup, et qui concernait en fait les révisions de naturalisation dans le département. C'était le dossier en fait qui avait été constitué par la préfecture des Vosges. Il y a 10 ans, il y avait peu de recherches sur le sujet. Il y avait un article en fait très important de Bernard Laguerre qui avait été publié dans la revue 20e siècle, mais qui datait déjà de 1988. Et depuis en fait une dizaine d'années, il y a eu un travail très important de Claire Zalk qui s'appelle Dénaturaliser les retraits de nationalité sous Vichy et qui a été publié en 2016. Et son travail est vraiment remarquable parce qu'elle s'intéresse au fonctionnement de la commission de révision des nationalités depuis Paris, mais elle va aussi avoir un œil local, en particulier sur le département de l'Isère et aussi le département du Vaucluse. Et puis, on a aussi un autre intérêt, enfin, il y a aussi une nouveauté, c'est que les archives nationales ont mis en place la base DENA pour dénaturaliser, et, qui centralise les 15 129 fiches d'individus naturalisés après 1927 et privés de leur nationalité par Vichy. Et dans ce travail-là, en fait, je remercie vraiment Annie Poinceau et Madame Delétang pour l'accès à la base d'ENA et au dossier numérisé, parce qu'en fait, je n'ai pas eu besoin de me déplacer à Paris. Elles me les envoyaient directement, et donc ça a facilité le travail, même si tous les dossiers actuellement n'ont pas été encore numérisés. Alors pour ce travail, il y a la base d'ENA, il y a le dossier 54W59 des archives départementales des Vosges, mais je suis allé aussi piocher dans d'autres archives, notamment les archives de la police, les archives de la préfecture, les archives municipales d'Épinal, où on trouve d'autres informations qui peuvent se croiser pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel cette loi a été appliquée. Alors, la loi du 22 juillet 1940, qui entend réviser les naturalisations prononcées depuis 1927, s'inscrit vraiment dans la lignée du régime de Vichy. En fait, c'est un moyen de comprendre comment le régime de Vichy entend se définir dans un pays qu'il veut reconstruire. Et en fait, il y a une série de lois qui dressent le profil du bon français, entre guillemets, par la négative. Par la négative, la loi du 29 juillet 1940 exclut ainsi les étrangers mal naturalisés. La loi du 13 août 1940, elle va exclure les francs-maçons. Et puis la loi du 3 octobre 1940, elle va exclure les juifs. En fait, on a cette idée que à travers ces législations va se profiler en creux le français idéal pour Vichy, la République ayant déjà mis une pierre dans le jardin de Vichy avec la dissolution du PCF et de toutes ces organisations en septembre 1939. Alors, cette loi, elle s'inscrit dans un contexte particulier. Il y a une continuité avec les années 30 qui sont marquées par la crise économique. Et on entend dans le discours, mais aussi dans les comportements, une forme de radicalité, y compris dans des professions qu'on pourrait considérer comme protégées. Là, vous avez une manifestation, mais clairement xénophobe d'étudiants de la faculté de médecine de Paris en 1935 contre l'invasion METEC faite grève. Et on va avoir une pression permanente, en fait, d'un certain nombre de corps, les médecins, les avocats, pour que la législation sous la République soit de plus en plus restrictive vis-à-vis des étrangers, mais aussi vis-à-vis des naturalisés. Et puis, il faut bien aussi prendre en compte qu'en 1938, en novembre 38, un décret-loi de Daladier va transformer littéralement les naturalisés en citoyens de seconde zone. Être naturalisé ne fera plus de vous un Français comme un autre dès en fait fin 1938, puisque en fait, la loi prévoit la suspension de l'inscription de tout nouveau naturalisé durant 5 ans sur les registres, sur les listes électorales.
interdiction de 10 ans pour travailler pour l'État, interdiction pour 10 ans de s'inscrire au barreau, d'accéder à un poste d'office ministériel, sauf si on peut prouver 5 ans d'engagement dans l'armée. Et donc, Claire Zalles, dans son travail, elle montre vraiment que cette loi, elle est à la fois dans une continuité de ce qu'est la République dans les années 30, à la fin des années 30, mais aussi une loi de rupture. Une loi de rupture parce que ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle, non seulement va s'inspirer de l'exemple de la loi de dénaturalisation allemande de juillet 33, mais c'est aussi sa rétroactivité. Et sa rétroactivité, c'est la référence à la loi de 1927, d'août 1927 sur la nationalité, qui révisait la précédente loi de 1889. En fait, la loi d'août 27, elle est perçue comme, pour beaucoup comme étant libérale, beaucoup trop libérale. Certains la considèrent comme laxiste, puisque désormais la présence sur le territoire pour demander la naturalisation passe de 10 ans à 3 ans, et tout un ensemble de dispositifs permettent aux étrangères ayant épousé un Français de devenir français sur simple déclaration. Et cette loi avait un objectif très clair, elle s'inscrivait en fait dans le traumatisme de la Grande Guerre, parce qu'on avait ce besoin de repeupler. Il y a tout un discours en fait sur le dépeuplement de la France. Il y a des mouvements populationnistes en fait qui font pression pour faire venir un nombre conséquent d'immigrés, pour remplacer la main-d'œuvre, pour servir au régiment, parce que évidemment dans l'idée de naturaliser des étrangers, il y a l'idée aussi de recharger en fait l'armée française en hommes. Et puis, il faut aussi l'avoir dans un continuum de lois, par exemple la loi de 1920 révisée en 23, qui interdit, qui lutte contre la contraception et l'avortement. Voilà. Les années 20 sont vraiment marquées en fait par ces législations qui entendent en tout cas permettre d'accepter un plus grand nombre d'étrangers au sein du corps national. La loi de 1940, du 22 juillet 1940, qui entend réviser en fait cette loi de 1927, c'est une loi qui est extrêmement courte. Vous l'avez à l'écran. Elle ne comporte que 4 articles. Elle entend revoir en fait toutes les naturalisations qui ont été données par tous les moyens, c'est-à-dire les gens qui ont été naturalisés par décret, et on parle quand même de réviser 648 000 naturalisations entre 1927 et 1940, mais aussi toutes les autres formes d'acquisition de la nationalité, c'est-à-dire par exemple les mineurs qui sont déclarés par les parents ou les femmes qui sont réintégrées dans la nationalité française après l'avoir perdue suite à leur mariage avec un étranger. Puisqu'en fait, jusque-là, quand vous étiez une femme de nationalité française et que vous vous mariez avec par exemple, un Italien en France, vous perdiez votre nationalité française et il fallait la demander de nouveau. En fait, on estime qu'avec cette loi de juillet 40, il convient de reprendre le cas de quasiment 1 million de personnes sur le territoire. Alors, la question de la dénaturalisation ou de la déchéance de nationalité, en fait, elle n'est pas tout à fait nouvelle. La loi de 1927 prévoyait déjà des possibilités de déchéance de nationalité dans des cas extrêmement précis, actes contraires à la sûreté de la France, soustraction au service militaire, par exemple, et le décret-loi du 12 novembre 1938, que je vous ai déjà cité, avait ajouté au défaut de loyalisme, en fait, un motif d'ordre judiciaire, c'est-à-dire que toute personne ayant été condamnée à au moins 1 mois d'emprisonnement pour un délit de droit commun pouvait être déchue. Avec une spécificité, c'est qu'avec ce décret-loi, la déchéance ne revient plus aux tribunaux, mais au pouvoir administratif. Alors, vous avez le cas, là, par exemple, de la famille littéraire de Goldberg. En fait, ce sont des Alsaciens qui sont arrivés en France avant la Première Guerre mondiale, mais ils sont nés donc en Alsace et ils sont nés
allemands. Et en fait, la déchéance de nationalité qui avait été demandée pour eux, alors elle figure dans le dossier des révisions de naturalisation, mais ce n'est pas du tout une révision de naturalisation, c'est simplement que ces deux hommes sont visés à ce moment-là par une enquête pour reconstitution du Parti communiste sur Golbet et Épinal, et absolument pas, en fait, au regard de la loi de naturalisation. En fait, on utilise tout simplement la procédure prévue par la loi de 1927. Il ne faut pas confondre non plus ces déchéances prévues par la législation républicaine avec une autre forme de déchéance qui, elle, va être mise en place par Vichy. C'est la loi non pas du 22 juillet 40, mais du lendemain, du 23 juillet 1940, où là, Vichy entend en fait viser tous les Français qui ont quitté le territoire entre le 10 mai 1940 et le 30 juin 1940, sans motif valable. Et en réalité, cette loi vise très clairement les gaullistes, et on demande en fait dans chaque préfecture des enquêtes sur les personnes qui sont susceptibles de correspondre à ce profil. Alors pour le département des Vosges, la réponse du préfet, vous l'avez sous les yeux, elle est non, il n'y a aucun cas. Il y avait un soupçon en fait sur le maire de La Marche, Camille Picard, qu'on soupçonne, qu'on pense être parti pour l'Argentine, mais qui en réalité en fait est réfugié à Nîmes. Alors, les différences entre déchéance prévue par la loi de 1927, déchéance de la loi du 23 juillet 40, révision de nationalité de la loi du 22 juillet 40, il faut avouer que pour beaucoup de maires dans les communes, et y compris dans les préfectures, c'est parfois un peu complexe. Et d'ailleurs, tous les dossiers sont traités exactement de la même manière. Enfin, tous les dossiers sont collectés dans les mêmes fonds d'archives. Et il faut vraiment faire ce tri pour savoir exactement les cas qui reviennent à telle ou telle spécificité. Alors, pour savoir qui va appliquer la loi de révision de nationalité voulue par Vichy, en fait, Vichy va créer, je peux revenir en fait sur ce document-là, Vichy, on voyait sur l'article numéro 2, va créer une commission ad hoc avec 6 membres nommés par le gouvernement. Elle va être présidée par un conseiller d'État qui s'appelle Jean-Marie Roussel. 6 membres sont nommés par arrêté. Les rapporteurs, vous allez avoir une trentaine de rapporteurs sous toute la période de Vichy qui vont travailler et qui vont instruire tous les dossiers en fait, de révision, de naturalisation. La plupart de ces rapporteurs, ce sont des magistrats qui, durant leur carrière, sont passés par le ministère de la Justice, et y compris par le bureau du Sceau, c'est-à-dire en fait par l'organe qui, depuis 1927 et même avant, en fait, instruit les dossiers, les demandes de naturalisation. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont participé à la naturalisation des étrangers qui vont devoir travailler pour dénaturaliser ces mêmes étrangers. Et puis, la commission va être installée en fait rue Scribe à Paris, et on aura aussi le personnel administratif du bureau du Sceau qui va seconder. Et en fait, il y a une continuité, en tout cas dans le personnel avec la Troisième République, puisque le personnel, comme les magistrats, en fait, sont tous des gens qui ont fait leur carrière durant les années 20, durant les années 30, qui connaissent parfaitement en fait, le mécanisme de la naturalisation des Français, avec une spécificité, c'est que le bureau du Sceau, qui dépend du ministère de la Justice, il fonctionne de manière relativement autonome vis-à-vis du pouvoir politique. Alors, il ne pourra pas faire l'économie des pressions extérieures malgré tout, et en tout cas, il y a 2 pressions qui sont relativement fortes, surtout à partir de 42-43, c'est la pression du Commissariat général aux questions juives, créé en mai 41, et la pression allemande, qui, elle, va apparaître à l'automne 42, où progressivement, en fait, on a des pressions pour demander la dénaturalisation massive de tous les juifs. On sait que Laval, par exemple, en septembre 42, n'est pas tout à fait opposé à l'idée de dénaturaliser tous les juifs qui le sont depuis 1933.
En janvier 1943, Darquier de Pellepoix, qui dirige le commissariat général aux questions juives, propose à Pétain une loi pour dénaturaliser en masse tous les juifs vivant sur le sol français. Et en fait, il va y avoir une bataille entre les Allemands et le commissariat d'un côté et le gouvernement de Vichy de l'autre, qui va mener de très fortes tensions à l'été 43. Et fin d'été 43, en fait, Pétain refuse en fait cette loi de dénaturalisation massive des Juifs, pas par compassion, mais simplement parce qu'il veut exprimer, et il veut affirmer l'autonomie en fait de la France dans la gestion de cette question. La question de la naturalisation, c'est une question éminemment de souveraineté nationale, et il refuse en fait cette loi. Alors maintenant, la question, c'est de savoir comment cette commission va sélectionner, cribler les individus qu'il va falloir dénaturaliser. Parce qu'il y a quelque chose qui est particulier. Dans la loi, si vous faites bien attention, à l'article 3, il est écrit « Le retrait de la nationalité française sera, s'il y a lieu, prononcé par décret. » Si vous faites bien attention, il n'y a absolument aucun motif. C'est-à-dire que c'est une loi qui va demander à une commission de réviser des naturalisations sur aucun critère donné. Et ça, évidemment, ça va avoir une conséquence et un impact considérable en fait, sur le sort des gens dont les dossiers vont être traités par la commission. Alors, la commission, elle va fonctionner de deux manières. Soit elle va elle-même instruire des dossiers à Paris, c'est-à-dire à partir du fond en fait, des dossiers de naturalisation qu'elle a sous la main au bureau du Sceau, soit elle va demander aux préfectures de lui envoyer des signalements d'individus dont il serait bon, souhaitable de réviser la nationalité. Alors, Claire Zalc montre que cette filière de signalement par les autorités locales, préfectures, commissariats, gendarmerie, tribunaux, constitue un rouage essentiel de dénaturalisation durant la première période. C'est-à-dire au moins l'automne 40, l'année 41, l'essentiel des dénaturalisations proviennent en fait des signalements. Alors, elles se basent notamment sur le cas de l'Isère, qui est particulièrement bien documenté. Le fond, en tout cas, est assez alléchant pour un historien, puisqu'on a les 1994 naturalisés qui sont signalés sur un cahier qu'elle a compulsé et qui lui permet en fait de voir pour chacun d'entre eux les décisions prises. Et il est clair que la part de la préfecture de lancement de la procédure, c'est 61% des cas en 1940. Ce qui est intéressant pour les Vosges, et je reviens à ce document, ce qui est intéressant pour les Vosges, c'est que ça ne se passe absolument pas comme ça. C'est-à-dire que dans le cas du département des Vosges, on a bien aussi une enquête qui est lancée. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la circulaire du préfet des Vosges qui relaie une circulaire du 10 août 1927 concernant l'application de la loi de dénaturalisation. Et reprenant les textes de la circulaire du 10 août, le préfet demande au maire, mais il va demander aussi au commissaire de police de lui signaler tous les individus qui seraient susceptibles de poser un problème, soit parce qu'ils ont commis des actes répréhensibles, soit d'autre part parce qu'on pourrait supposer que leur naturalisation a été prononcée dans leur intérêt, mais pas dans l'intérêt du pays. Et il va demander le retour de cette liste d'indignes. Alors, on a au total, en remontée, 71 remontées de communes, essentiellement des villages. On n'a pas les remontées je n'ai pas trouvé, je ne trouve pas dans les archives les remontées de Saint-Dié, les remontées de Jarmé, les remontées d'Épinal. Par contre, on a celles de communes comme Remiremont, Mirecourt, Neufchâteau. Et ce qui est très marquant sur ces... Alors, ces remontées sont simples. Hein. Soit on dit simplement qu'il n'y a personne dans la commune qui est concerné, soit on dit tout simplement parmi mes naturalisés, personne n'est concerné, soit on écrit, on fait la liste. Là, vous avez par exemple un extrait de la liste de la mairie de Thaon-les-Vosges, où en fait on décline
les 23 naturalisés par décret, la seule femme naturalisée par déclaration et les 3 femmes devenues françaises par mariage. Voilà, on a en fait 15, 18 Italiens, 5 Russes, 3 Polonais, un Allemand, un Belge, un Grec. À droite, ce qui est très intéressant pour les hommes, c'est leur situation militaire au moment où le document est dressé. Et à aucun moment, en fait, enfin, plus exactement, tout en bas, le maire de Thaon dit que personne, en fait, n'est susceptible de subir un retrait de nationalité. Alors, ce qui est très étonnant, c'est certaines remarques d'élus et de maires. À Cheniménil, par exemple, le maire tient à écrire que ces naturalisés ont droit à la bienveillance et sont considérés ici comme de véritables Français. À Étival-Clairefontaine, il défend d'honnêtes et consciencieux ouvriers qui se sont toujours comportés en bons Français. À Luvigny, il y a un seul Italien, un bon Français, le maire précise, persuadé que dans le conflit actuel avec l'Italie, il prendrait les armes pour défendre la France, sa seconde patrie. À Bar-les-Bains, que vous avez sous les yeux, alors là, c'est quand même assez drôle. En fait, le maire non seulement dit que personne n'est concerné, mais il écrit au contraire, il voudrait voir hâter la naturalisation de ceux qui l'ont demandé. En fait, il cite 2 familles, Bianchi et Guetta. Et puis, alors, à Châtel-sur-Moselle, c'est très étonnant, le maire note que tous les naturalisés ont une attitude respectueuse à l'égard du gouvernement de la République. Au final, on a un seul signalement négatif, c'est celui du maire de Montureux-sur-Saône concernant un Italien, et il considère qu'il a une attitude anti-française parce qu'il aurait traîné des pieds au moment de la mobilisation partielle de 1938 et au moment de nouveau de la mobilisation en 1939. Mais ce qui est intéressant, c'est quand le préfet répond à la délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, c'est-à-dire l'antenne gouvernementale de Vichy à Paris, il dit simplement que dans son département, les résultats de ses enquêtes n'ont révélé aucune situation susceptible de motiver une proposition de révision dans le sens des instructions de la circulaire du 10 août 1940. Autrement dit, même le cas signalé est passé sous silence. Et en fait, il y a, en tout cas en décembre 1940, aucune remontée du terrain vers Paris, contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'Isère. Alors, pour l'expliquer, c'est très difficile. Est-ce qu'on doit parler de la personnalité du préfet Paul Dupuy, qui est un préfet qui avait été nommé sous le Front populaire, mais qui va être en poste quand même jusqu'en novembre 1941 et qui va appliquer toute la législation contre le PC, sur les spoliations des biens juifs. Pas évident, on n'a pas de preuves. On sait qu'en novembre 1941, les Allemands ne sont pas satisfaits de son travail. Mais on n'en a pas plus. Est-ce que c'est l'état des services préfectoraux? Il faut avouer que Paul Dupuy, à plusieurs reprises, déplore en fait le peu de personnel lié à la débâcle au sein de son administration. Il n'y a pas de secrétaire général à la préfecture, il est obligé de faire le travail, il lui manque un chef de division. Mais c'est très complexe de savoir pourquoi, en fait, dans les Vosges, on a aussi peu de remontées. Il faudrait vraiment faire un travail de comparaison avec d'autres départements. Alors, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je sais qu'il y a un travail qui a été fait sur la Meurthe-et-Moselle. Et ce serait intéressant de faire le parallèle. En tout cas, ce qui est clair, c'est que contrairement à l'Isère, le signalement local n'a pas constitué ce rouage essentiel de la dénaturalisation. Alors, il y avait un autre biais possible, c'est celui de la voie judiciaire, c'est-à-dire en fait que les tribunaux peuvent signaler directement en fait des cas. Là, vous avez le cas d'Antonio, alors qui était francilien, en Antoine Primo, un ouvrier d'usine de Senones. Mais c'est intéressant parce que le courrier que vous avez à gauche, il est adressé au préfet en octobre 1940, signale en fait une condamnation, alors elle est minime, hein, c'est une condamnation pour un vol, et c'est 8 jours d'emprisonnement avec sursis. Simplement, ce qu'on sait, c'est que le préfet n'a jamais envoyé ce document à Paris. Par contre, le document, et à droite, vous l'avez, à droite, c'est tiré du dossier
d'Antonio Primo aux Archives nationales, c'est son dossier de naturalisation, et le document y apparaît, ça veut dire en fait que le parquet a envoyé directement à la commission le document qui arrive en fait le 18 décembre, et ça va enclencher automatiquement une révision de naturalisation pour cet homme. Voilà, vous avez le coupon avec la décision du 14 février 1941. En fait, on va prononcer sa dénaturalisation. Alors, le document que vous avez, c'est la première étape, c'est-à-dire que suite au signalement du parquet de Saint-Dié, vous voyez, en fait, c'est écrit renseignements généraux sur la famille et militaire, notamment sur le fils qui est en âge de servir, et on demande des précisions sur la condamnation. Et là, en fait, on va voir toute la mécanique qui va s'enclencher, c'est-à-dire que la commission va demander d'une part au parquet de Saint-Dié des précisions sur la condamnation et d'autre part à la préfecture des Vosges une enquête avec des résultats totalement différents. L'enquête de police conclut qu'il faut dénaturaliser l'individu. Le parquet de Saint-Dié dit, écoutez, c'est une condamnation tout à fait mineure, il n'y a aucune raison, d'autant plus que cet homme n'a aucun antécédent et qu'il a 8 enfants à charge et qu'on ne voit pas beaucoup l'intérêt. Alors, Antonio Primo sera dénaturalisé, mais en 1943, il fera une requête et il sera appuyé par le maire de sa commune. Bon, il aura déménagé entre-temps en Haute-Saône. Et en fait, en 1943, il obtiendra le retrait de son décret de retrait de naturalisation. C'est comme ça, en fait, que on a ce vocabulaire en fait, administratif. Ça veut dire que si le département des Vosges ne va pas signaler, en fait, les informations, les dossiers, les personnalités qui seraient susceptibles d'être soumis à la loi du 22 juillet 40, en fait, le système va fonctionner autrement. C'est Paris qui, systématiquement, en tout cas dans les Vosges, va envoyer en fait, des demandes d'enquête sur un certain nombre d'individus qui sont repérés à partir essentiellement, à 95%, à partir des dossiers qui ont été constitués au moment de la naturalisation. Alors vous avez là la répartition chronologique en fait, des enquêtes qui vont être lancées dans le département des Vosges. Oui, ça forme des vagues, mais on peut dire en fait qu'à la fin de l'été 42, l'essentiel en fait, des enquêtes ont été menées et ont été renvoyées à Paris. Si on regarde par nationalité visée, par nationalité d'origine, je m'entends, ça correspond sans surprise en fait à l'histoire de l'immigration dans le département des Vosges. Vous voyez que 45% des dossiers, plus de 45% des dossiers concernent des sujets d'origine italienne. Et puis, on a quasiment 20% pour des sujets d'origine polonaise. Et puis, on voit en fait également, et c'est assez marquant, un certain nombre aussi de personnes originaires d'Europe de l'Est ou des États d'Orient, notamment de la Turquie, et assez peu, au fond, de voisins proches. Je vous montre ce graphique rapidement. Vous voyez, en fait, en rouge, ce sont les cas polonais qui ont été examinés, et en jaune un peu soutenu, les cas des Italiens. Et en fait, les Polonais, et on verra pourquoi, le cas des Polonais ont été examinés assez tôt, en fait, par la commission à Paris, qui très rapidement a demandé des enquêtes au niveau local. Alors, les avis du préfet, globalement, sont favorables. C'est-à-dire que là, vous avez le camembert, 68% des avis sont favorables, 7 sont défavorables, c'est-à-dire demandent le retrait de la nationalité. Et on a 23 dans 23% des cas. Ils ne donnent pas d'avis, souvent parce qu'en fait, les personnes ont changé de département depuis le moment où ils ont été naturalisés, puisque, encore une fois, Paris a le dossier de naturalisation. Donc, si la personne a été naturalisée en 1933, par exemple, bon, ben, il suppose en 1940, en 1941, qu'il est encore dans les Vosges. Cette personne habite toujours dans les Vosges. Donc, entre les personnes décédées et les personnes qui ont changé de département, on a quand même 23% d'avis, enfin de non-avis, si vous voulez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les avis du préfet suivent toujours, et ça c'est le cas sur les plus de 270 rapports en fait, que j'ai consultés, suivent toujours l'avis du commissaire de police qui a fait l'enquête. Alors durant la période, il n'y a que 3 commissaires de police qui ont travaillé.
ce sont les commissaires de police spéciale qui viendront les renseignements généraux durant la période de Vichy. Il y en a trois. Il y en a un en fait, qui nous intéressera essentiellement parce que c'est lui qui va travailler dans le moment en fait, où vont se faire l'essentiel des dénaturalisations, c'est-à-dire et des enquêtes, c'est-à-dire entre, on va dire, janvier pour les Vosges, dans les enquêtes, entre janvier 41 et l'été 42. Mais je reviendrai sur ce personnage après. Alors, c'est quoi, avant de s'intéresser à la manière dont on a dénaturalisé, en fait, qui choisit-on pour dénaturaliser? C'est intéressant de prendre tous les dossiers où la vie est favorable au maintien. Alors, la famille parfaite, il y en a plein, hein, mais par exemple, celle-là, elle est vraiment parfaite. C'est la famille Thierry Franchimont. Ce sont des ouvriers qui travaillent à Arches, à la papeterie, et elle est parfaite parce qu'ils sont nés en Belgique, c'est-à-dire que dans l'état d'esprit, ils sont assimilables. Il y a tout un travail dans les années 20, les années 30, pour savoir qui est assimilable à la société française et qui ne l'est pas. Et en fait, il y a une forme de gradient, c'est-à-dire que plus vous allez vers l'Europe de l'Est, moins on considère que les gens sont assimilables. Donc, nos voisins proches sont naturellement assimilables et cette famille correspond parfaitement au modèle. Ce sont des ouvriers d'usine, de bons ouvriers d'usine, d'après le rapport, et ça correspond parfaitement à leur utilité sociale et économique, parce que même si on est en période de crise, il y a quand même un certain nombre de métiers qui sont en souffrance, où on cherche à recruter en fait du personnel, notamment dans le monde ouvrier, dans le monde des maçons, dans le BTP en général, mais aussi dans le monde agricole. Donc là, on colle parfaitement en fait, aux besoins de la société. Ils ont 4 enfants. Ils contribuent donc au redressement démographique de la France. Et vous voyez à droite, le fils a été mobilisé en 1940. Il est donc loyal à sa patrie d'adoption, même si le rapport en note que le père n'a pas fait son service militaire en France et que le fils a combattu, mais bon, il n'a pas été blessé, et il n'a pas de citation. Et ça, en fait, c'est recherché, hein, c'est un critère, il n'est pas prisonnier. Par ailleurs, on n'a aucune remarque défavorable ni sur la conduite, et là, ça vise très souvent, par exemple, l'alcoolisme ou l'addiction au jeu, et sur la moralité. Alors, les questions de mœurs, en fait, c'est vraiment toutes les questions qui tournent autour de la sexualité, on le retrouve assez fréquemment, et puis sur leur attitude nationale, comprenez leur attitude politique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'engagement politique connu dans leur copine. C'est un modèle parfait. Alors, ce modèle parfait, il faut quand même, on va le retrouver dans d'autres dossiers, mais sur les d'autres enquêtes, on a d'autres informations qui sont intéressantes où on comprend peut-être de manière plus précise pour Vichy ce qu'est un bon naturalisé. Par exemple, Angelo Bari au Val d'Ajol, qui a été naturalisé en avril 40, je cite à chaque fois, semble être d'un loyalisme absolu à l'égard du gouvernement du maréchal Pétain. Giovanni Terzetti de Vittel, lui, affirme il est de religion catholique et affirme n'avoir jamais appartenu à une loge maçonnique. À Gérardmer, les épouses Spadaccini-Tomassi on déclare ils n'ont jamais appartenu à un groupement antinational. Isaïe Bettolo du Ménil-Senon, il ne s'est pas fait remarquer lors des mouvements sociaux en 1936 et n'a pas d'antécédents judiciaires ni politiques. Autant de gages en fait qui participent à réinterpréter, peut-être à préciser les contours de cette notion centrale d'intérêt national qui existait déjà sous la Troisième République quand on cherchait à naturaliser quelqu'un. Et si la famille Thierry Franchimont d'Arches en fait affiche un profil d'une grande normalité, les autres cas que je vous ai cités en fait donnent clairement une couleur politique particulière à ce qu'est le bon français sous Vichy. Parce que les cibles, en fait, et voilà, les cibles, ce sont d'abord toutes les personnes qui ont commis des actes de délinquance, on l'a déjà vu brièvement avec Antonio Primo, ou même s'ils n'ont pas commis d'actes de délinquance, qui n'ont pas fait preuve de probité en particulier dans leurs activités commerciales. Alors on a un cas parfait avec Hector Francella, qui est qui est de nationalité d'origine suisse, pardon. Il est né à Locarno.
Il avait été naturalisé en 1937. C'est un hôtelier qui exploitait à la fois le Grand Hôtel à Plombières-les-Bains et l'hôtel Bristol à Royan. Et en fait, le préfet va s'appuyer sur demande d'enquête de la commission à Paris sur un courrier du maire de Plombières et qui dresse vraiment un portrait catastrophique du directeur du Grand Hôtel de Plombières-les-Bains, manœuvre spéculative, dissimulation de bénéfices, créanciers fournisseurs personnels non payés, dégradation de l'établissement thermal qui appartient à l'État, détournement des taxes de séjour. Bref, pour le maire, M. Fontchela ne reconnaît ni loi, ni règlement, ni probité. Sauf que cet homme n'a jamais été condamné par des tribunaux. Ce qui, en fait, lui est reproché, c'est à la fois, en fait, son attitude, et visiblement, et ça, vous le voyez très bien, ce que vous avez, c'est le document de retrait qui est dans son dossier à Paris, où le rapporteur a souligné en bleu « moralité douteuse, naturalisation n'aurait pas dû être accordée, probité commerciale plus que suspecte ». Et en fait, ça va entraîner le retrait de la nationalité à cet homme, vous le voyez en dessous, le décret date du 22 juillet 1942, et il y a quelque chose en plus contre lui, c'est qu'en fait, n'ayant pas réussi à avoir la naturalisation en Charente-Inférieure, il avait demandé dans les Vosges et il avait pour la troisième fois tenté de l'avoir et il l'avait eu en fait à Nice. Qui plus est sur des recommandations politiques, c'est ce qui ne passait absolument pas en fait au moment de la révision des naturalisations. Au-delà de ces cas-là, il y a d'autres cas. Alors, je suis désolé pour le visuel, ce n'est pas terrible, ce sont que des documents administratifs, mais je vais vous citer plusieurs autres cas. En fait, chez les Italiens, il y a une préoccupation sur tous les Italiens qui sont proches ou supposés être proches du mouvement fasciste. On a toute une série en fait, de cas, alors avec des réponses à chaque fois étonnamment très, très différentes. C'est ça en fait qui est marquant. Il n'y a pas de normalité, de normes, on a l'impression. Par exemple, Isaïe Vicenti à Gérardmer, on note, enquête, il ne s'est jamais livré à une activité politique à tendance communiste, étant plutôt fasciste. À noter seulement qu'au moment de la mobilisation partielle de 1938, il a manifesté des sentiments suffisamment pro-italiens pour être désobligeant pour la France. Il aurait été rappelé à l'ordre par ses propres clients, puisqu'en fait, il tient un café. Mais on note qu'il est quand même sous surveillance de la part de la police municipale de Gérardmer. Pour autant, le commissaire de police ne demande pas, en fait, la révision de sa nationalité. À l'inverse, il va la demander pour les frères Piontanida de Saint-Dié. Ce sont deux frères en fait, qui ont une grosse société de BTP dans la ville. Et eux, en fait, alors, si vous voulez, du point de vue professionnel, ils ont réussi, ils ont une certaine aisance. Il n'y a aucune remarque défavorable sur leur pratique commerciale. Simplement, l'un des frères, Mario, lui, n'a pas fait son service militaire actif. L'autre a préféré, Joseph, faire son service militaire en Italie avant de demander sa naturalisation, alors qu'il était en France depuis bien plus longtemps. Les parents qui vivent à Saint-Dié n'ont jamais demandé la nationalité française. L'épouse de Mario, qui est française, n'a pas réclamé à redevenir français au moment de son mariage, enfin, après son mariage. Et politiquement, en fait, ils ont, le rapport écrit, toujours été des ardents fascistes et n'ont pas craint de faire connaître ouvertement leurs sentiments pour leur pays d'origine. Là, pour le coup, le préfet demande la révision, mais en fait, le dossier n'ira jamais à terme, puisqu'en fait, il n'y aura pas de décret de naturalisation. En fait, Paris ne se prendra pas en compte en fait, ce dossier. Ce ne sera pas le cas pour un autre personnage qui s'appelle Dino Pelletti, qui est d'origine aussi italienne, mais né en Allemagne. C'est un artisan graniteur de la Bresse. Et lui, ce qui est très étonnant, c'est qu'au fond, il a le profil des deux autres. Mais lui, non seulement le préfet va demander le retrait, mais la commission va travailler et le retrait, en fait, sera rendu effectif en septembre 1943. Et en fait, ce qu'il a fait en plus, et c'est ce qui lui est reproché, c'est qu'il est parti travailler en Allemagne. Et très clairement, on lui dit, ses connaissances linguistiques lui ont fait trouver un emploi lucratif. Au lieu de continuer à exploiter sa carrière à la Bresse,
qui ne manquerait pas de déboucher et de faire travailler des ouvriers français. Au fond, ce n'est pas tant ces accointances fascistes qui condamnent cet homme, plutôt d'avoir délaissé de bons ouvriers français, de les avoir laissés sur le carreau. On notera quand même qu'en pleine guerre, et là on est en 42, 43, pleine occupation, la commission va quand même ordonner des révisions de nationalité pour des citoyens membres des États, alors, entre guillemets, alliés avec le gouvernement, avec lequel le gouvernement de Vichy collabore. L'autre cas qu'il faut noter, c'est celui des communistes. Alors, pour les communistes, on a énormément de cas, alors avec toujours cette espèce d'incompréhension parfois dans les décisions qui sont prises. Quinto Bellavista, qui est à Darnieulles, par exemple, qui est un maçon, il est marié à une Française, il a 5 ouvriers, on lui reproche d'être sympathisant communiste, qui ne cachait pas avant la guerre, manifester ses opinions qui sont qualifiées de subversives, mais depuis en fait la guerre, il s'est mis au vert et en fait on n'entend plus parler de lui. Pas de demande du préfet de retrait. Par contre, et c'est là où on a du mal à comprendre, un homme comme Romano Fulin, qui lui est ouvrier à Remiremont et qui était avant épinceur de pavés aux carrières de Julien Rue, pour exactement les mêmes reproches, va avoir un retrait de nationalité, un signalement. Alors lui, il a fait peut-être un peu plus, on soupçonne, on l'accuse d'avoir créé avant-guerre aux carrières de Julien Rue une cellule communiste et fomenter des grèves. Alors dans le rapport, créer une cellule communiste est souligné de manière très clairement. L'accusation qui est portée en fait pour lui, le motif de dénaturalisation, vous le voyez, c'est tout simplement militant communiste, mais au fond, il n'a pas fait plus que son prédécesseur, que le cas de Bellavista, mais peut-être qu'il faut chercher, trouver l'autre motif, c'est que à la fois le directeur de la carrière, mais aussi le maire du syndicat ont apporté un témoignage négatif sur cet homme, le maire du syndicat le qualifiant même d'individu peu intéressant. Et on peut se demander si c'est plus ça qu'en fait c'est la création de cette cellule du PC en 1936 qui lui vaut des problèmes, puisque depuis la dissolution de septembre 1939 du PCF et de ses organisations, il n'avait plus du tout fait entendre parler de lui. Il y a 2 autres cas qui sont intéressants dans les militants PCF, c'est celui d'Angelo Zanchetta, qui est un ouvrier graniteur à Senones. Et lui, son cas est intéressant parce que le préfet demande absolument son retrait de nationalité. Alors, pour un acte qui peut sembler anodin, mais qui est considéré comme pris au sérieux en 1941, c'est qu'avec tout un groupe de jeunes hommes, il avait chanté l'Internationale devant la maison du maire de Senones. Alors, ça lui a valu une condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Dié à 4 mois quand même de prison et 50 francs d'amende. Le lendemain, il était parti en fait à Lons-le-Saunier pour s'engager dans un régiment pour échapper à sa peine. Il n'y échappera pas. Pour autant, Paris ne va pas engager une procédure de révision concernant Angelo Zanchetta. Par contre, pour Jean-Baptiste Carcano, enfin Jean Carcano, c'est pas la même chose. Carcano, lui, en fait, c'est un personnage alors, dont le nom orne et son nom et le nom de son fils ornent le monument aux morts de Senones. Son cas, en fait, il est révélé à la commission de révision des nationalités par la voie judiciaire. Tout simplement, alors via la préfecture. Pour le coup, le dossier, c'est un signalement du parquet de Saint-Dié qui est passé par la préfecture des Vosges, mais qui est aussi passé par la cour d'appel, la chambre criminelle de la cour d'appel de Nancy. Par ces 2 voies-là, en fait, la commission est mise au courant en fait, d'une enquête, pas d'une condamnation encore, mais d'une enquête concernant Jean Carcano, suite à la dénonciation anonyme d'un médecin dans la commune de Moyen-Moutier. On mène des perquisitions sur des individus qui auraient commis des actes de propagande communiste, c'est-à-dire qu'auraient distribué en fait des numéros clandestins de l'humanité, des tracts, et avoir apposé sur les murs de la commune
Alors, à Maillet-Moutier, ça se fera au même moment à Sedan. On est en janvier, fin janvier 41, des papillons d'aspiration communiste. Et lors de la perquisition, chez Carcano, en fait, on trouve du papier pour duplicateur et puis aussi des insignes du PCF. Alors, l'enquête va révéler, et c'est ça au fond qui va entraîner la dénaturalisation de Carcano, c'est qu'en fait, l'enquête montre aussi que Carcano, en 1937-1938, s'était engagé dans les brigades internationales en Espagne pendant 18 mois et qu'il avait combattu. Autant dire que pour Vichy, c'est un militant communiste qui est extrêmement dangereux. Il est condamné en fait à 2 ans d'emprisonnement à Saint-Dié en mai 41. En juin 41, il fait appel. La Cour d'appel de Nancy le condamne à 18 mois d'emprisonnement, donc réduit sa peine et à 100 francs d'amende. Il va être détenu à la prison de Nancy. Il va être libéré en fait sur ordre de la Felkommandantur de Nancy, mais il va être libéré tout simplement pour être interné puis déporté, puisqu'il sera transféré en Allemagne. En l'occurrence, il va être interné au camp de concentration de Sachsenhausen à proximité de Berlin, puis de Neuengamme à proximité de Hambourg. Et c'est dans un des commandos de Neuengamme en fait, qu'il décède en avril 1945. Mais dans tous ces cas-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'hormis les passages à l'acte très très clairs, très caractérisés comme celui de Jean Carcano, tous les militants, en fait, ne sont quand même pas mesurés à la même hauteur. Il y a vraiment des différences d'appréciation, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir si ces différences et ces latitudes, dans cette manière d'apprécier les situations, vont se retrouver vers la quatrième cible, en fait, après ceux qui sont considérés comme délinquants, après les militants fascistes, après les communistes, c'est à savoir ceux que l'État de Vichy a définis comme étant des juifs. Alors, c'est une expression que j'utilise souvent, je ne dis pas des juifs, parce qu'en fait, c'est Vichy qui assigne à une partie de la population française la qualité de juif. Et ça, c'est bien problématique. Alors, le vocabulaire dans la documentation parle souvent de religion juive, de confession israélite. Parfois, on a le terme de race juive qui apparaît. Le vocabulaire est assez fluctuant dans les rapports. Mais ça, il faut vraiment s'interroger. Encore une fois, on se revendique militant communiste. Énormément de gens qui ont été qualifiés de juifs ne se revendiquaient pas comme étant des juifs. C'est vraiment une assignation à leurs conditions par la législation antisémite de Vichy. Alors, en ce qui concerne les Juifs, en fait, ça commence dans les Vosges, tout simplement avec le document que vous avez sous les yeux. C'est en fait le premier décret de dénaturalisation. En fait, la commission commence à travailler le 21 septembre 1940. Et donc, plusieurs séances se déroulent. Alors, au début, il n'y a qu'une seule commission, et puis devant le nombre considérable de dossiers, en fait, la commission va être divisée en 3 sous-commissions. Et entre le 21 septembre et le 7 octobre 40, cette commission va examiner un grand nombre de dossiers et va émettre des décrets de dénaturalisation pour 445 personnes. Et la liste est publiée dans un décret du 1er novembre, puis, enfin, est décrété le 1er novembre et publié au JO le 7 novembre. C'est-à-dire que voilà, il faut attendre le 7 novembre 1940 pour avoir au JO la première liste de gens visés par la loi du 22 juillet. Et le préfet des Vosges apprend en fait la dénaturalisation des 5 personnes, des 5 familles que vous avez sous les yeux, 5 personnes qui étaient domiciliées dans le département au moment où elles avaient fait leur demande de naturalisation. Alors, comment lire cette liste? Elle est très intéressante parce qu'elle nous donne beaucoup d'informations. Alors, si vous regardez bien, on accepte le cas de Gaston Semal à Vagney. Alors, donc, le dossier n'est pas encore numérisé, donc je n'ai pas eu accès, je ne désespère pas, mais pour les 4 autres de la liste, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils portent tous des patronymes d'Europe de l'Est,
et ils ont tous été naturalisés en 1936. Et ça en dit long. Alors, pour bien comprendre, je vais prendre le troisième de la liste, c'est le cas des époux Gleisenstein. Vous avez la photo en haut à droite de Cyrilla Gleisenstein. En bas à droite, c'est la photo de Marc Bobinger, je pense que ça se prononce comme ça, qui sera dénaturalisé le 1er novembre 1940. Il n'habite plus dans les Vosges à ce moment, il habite à Suresnes. Il y a une rue à Suresnes qui lui est consacrée. C'était un médecin qui est officier à l'époque, au moment de sa naturalisation à Corcieux, et ce sera le médecin-chef en fait, du maquis des Glières en 1944. Alors, si on prend le cas de la famille Gleisenstein, ça c'est un des documents qui avait été rédigé par le rapporteur en fait, du dossier Gleisenstein, et c'est avec ce document qu'il se présentait devant la commission, qui présentait le cas en fait, et ensuite la commission délibérait. Et ce qui est intéressant, c'est les informations qui sont données. Vous voyez, sous le nom, vous avez Marchand Forain à Épinal, né en 1901 en Pologne, marié à une Polonaise, une fille, en France depuis 1924, venant de Lodz, famille en Amérique, est souligné, représenté comme mauvais contribuable ayant favorisé le séjour irrégulier de 2 compatriotes. Et puis, tout en bas, c'est écrit préfet, et puis en dessous, il est donné ajournement, puis naturalisation en 1936 par M. Ruckard contre le service sur intervention de la LICA. Préfet était devenu fou. Alors, tout ça, c'est expliqué, parce qu'en réalité, ces informations-là, c'est les informations, encore une fois, dont dispose en 1940 le bureau, sans avoir fait aucune consultation dans les Vosges sur l'évolution de la situation de cet homme entre le moment où il est naturalisé en 1936 et l'automne 1940. Mais ce qui est intéressant, c'est que de tous ces éléments qui sont dans ce dossier, on trouve en fait les 3 principaux critères de criblage qui vont être mis en place à l'automne 40 et qui ont été clairement identifiés par Claire Zalk. Le premier, c'est 1936. Ça, c'est un marqueur très fort parce que 1936, c'est le Front populaire. Et s'il y a bien un régime et un moment de l'histoire auquel s'oppose le gouvernement de Vichy, de manière frontale, c'est bien la période du Front populaire. Donc, tous les dossiers, et ça c'est intéressant, c'est que la commission, en fait, elle doit réviser les dossiers depuis 1927. Mais ce qu'elle fait à l'automne 40, c'est qu'elle traite d'abord les dossiers de 1936, puis après elle va faire 37, 38, 39, 40, et ensuite elle va revenir à 35 et elle va remonter jusqu'à 1927. Donc il y a bien un ciblage qui est idéologique, qui est très très clair. Et par exemple, la moitié des retraits dans le premier décret, la moitié des personnes avaient été naturalisées en 1936. La deuxième chose, en fait, deuxième élément de criblage qui est important, c'est les recommandations. C'est l'illustration parfaite de la République des faveurs honnie en fait par le gouvernement de Vichy. Là où il est très clairement que Marc Ruckard est intervenu pour naturaliser, ainsi que la LICA. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'autres dossiers, d'autres éléments dans le dossier, mais je ne vous les mets pas, mais la Ligue internationale contre l'antisémitisme est fondée, je crois, en 1934, et il se trouve que le délégué en Lorraine est un avocat de Nancy qui s'appelle Follus, et en fait, c'est le fils d'un commerçant textile d'origine polonaise, juif polonais d'Épinal. En fait, il va intervenir, on sait, dans plusieurs dossiers pour appuyer en fait les demandes de naturalisation. Il va le faire notamment auprès de Marc Ruckard. Marc Ruckard, c'est pas n'importe qui, parce que pour les Spinaliens, c'est leur député, mais en fait, Marc Ruckard, c'est aussi celui qui sera de juin 36 à juin 37 le garde des Sceaux de Léon Blum. Donc, par conséquent, en fait, pour les Spinaliens qui ont bénéficié des recommandations de Ruckard en 1936, c'est une véritable catastrophe en fait quand la révision est engagée en 1940. Ils sont ciblés systématiquement par ces révisions. Et puis, le troisième élément du criblage, alors ça, c'est intéressant,
c'est la question de la judéité de Giesenstein. Alors, normalement, dans les dossiers de naturalisation, qui ont été constitués sous la République, en tout cas depuis 1905, il n'y a absolument aucune mention de la confession religieuse. Donc, quand on regarde le document de renseignement, la notice de renseignement que remplit en fait un étranger qui demande à être naturalisé, on va voir son état civil, sa résidence, son parcours pour arriver en France, l'utilité sociale de son travail, ses états militaires, sa conduite, son état de santé, la scolarisation des enfants, son état financier, mais à aucun moment il y a une question sur la confession religieuse. Alors, il y a pourtant quand même des informations qui apparaissent. Oui, par exemple, pour les Polonais, qui n'ont pas d'acte nécessairement d'état civil, on a des actes de notoriété qui ont été constitués par les autorités polonaises. Et par exemple, la famille Giesenstein a fait établir, vous voyez à gauche, un acte de notoriété qui a été traduit en français en 1930 pour prouver en fait leur état civil. Or, dans l'acte de notoriété de Pinkus Giesenstein que vous avez sous les yeux, il est clairement indiqué en bas qu'il est de religion israélite. Et il y a même mention à un moment qu'il était absent du registre d'état civil des religions non chrétiennes de l'arrondissement synagogal de Dobra. Donc en fait, c'est très clair. Hein. Ça, c'est un moyen de repérer en fait les Israélites dans les dossiers. Et puis, il y a une autre pratique qui est utilisée grandement. Alors, Claire Zalk insiste beaucoup. Ça, c'est une pratique en fait qui va être pratiquée par les Allemands largement. C'est celle et bien sûr les Français, c'est celle de l'onomastique. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les noms et prénoms des individus pour savoir s'ils ont une consonance juive, avec une volonté de pourchasser en fait oui, peut-être, je ne suis pas sûr de mon mot, des patronymes. Vous voyez que sur le document de Pinkus Giesenstein, en fait, il a noté Pincus dans son prénom, puis entre parenthèses, vous avez Paul. Et en 40, quand on reprend le dossier, Paul est barré. Et le Giesenstein, par exemple, est aussi barré. Il est écrit de nouveau dans l'orthographe, en fait, de l'acte de notoriété. Le bureau du Sceau est aussi en fait en charge, et il y aura une commission qui sera aussi en charge de la question de la révision justement des changements de nom, qui est aussi une loi en fait du gouvernement de Vichy. Il y a bien une espèce, en passant par l'onomastique, il y a une espèce d'obsession à retrouver la population juive, sachant que cette technique n'a absolument aucune valeur juridique, hein, et que les erreurs sont extrêmement nombreuses. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça va se faire. Je vous parlais tout à l'heure du cas de Camille Picard à La Marche, le maire de La Marche. C'est hallucinant, on a des documents de la préfecture des Vosges qui demandent à ce que l'enquête se fasse aussi, parce qu'on n'est pas tellement sûr, sur les patronymes, d'aller dans le cimetière juif, voir si les parents et grands-parents de Camille Picard à La Marche ou à Bourbonne-les-Bains, ils sont enterrés. Donc, une espèce d'antisémitisme cimetière là, qui se développe pour essayer de repérer ces cibles. Alors, il y a comme quelque chose qui... ça, je vous parle de Paris. Après, si on se met à l'échelle locale, ce qui est intéressant, c'est de voir comment en fait, la préfecture des Vosges va réagir. Quand on va lui demander en fait, de faire ces enquêtes concernant les Israélites. C'est assez difficile à comprendre. On sait en fait une chose, c'est que très tôt, la préfecture, comme la mairie d'Épinal, sait qui est juif. Et ce qui est troublant, c'est qu'ils le savent très tôt. Alors, en territoire occupé, la première ordonnance du gouvernement militaire allemand de la zone occupée, la première ordonnance qui date du 27 septembre 1940, avait ordonné un recensement de la population juive dans le département, dans toute la zone occupée. Et le préfet avait répondu le 2 novembre 40
qu'il avait reçu 802 déclarations de personnes pour l'arrondissement d'Épinal, 515 pour Saint-Dié, 133 pour l'arrondissement de Neufchâteau, ce qui faisait 1450 personnes fichées dans des registres spéciaux, beaucoup étant des réfugiés alsaciens et mosellans. Donc, en septembre, début novembre 40, en fait, on sait dans les Vosges, les autorités savent qui est juif et qui ne l'est pas, sachant évidemment que c'est du déclaratif, mais dans l'immense majorité, la population s'est déclarée auprès généralement des commissariats de police. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en fait, avant même l'ordonnance allemande, avant même donc aussi le premier statut des Juifs du 3 octobre 40, on connaît la judéité de pas mal de monde. Vous voyez à gauche, ce que vous avez, c'est une liste qui date du 15 juillet 40. C'est très tôt, 15 juillet 40, ça fait à peine un mois que les Allemands sont dans Épinal. Et sur cette liste, on donne 10 jours aux étrangers israélites pour quitter la ville. Et vous avez une liste de 31 adultes, dans l'immense majorité des marchands forains polonais, et dont plusieurs sont installés à Épinal parce qu'ils ont déjà des parents dans la ville. Ça concerne les familles Aspie, Rapoport, Baron ou Zilska, par exemple. Mais ça veut dire qu'avant même toute législation qui vise le recensement et le fichage de la population, on sait déjà qui est juif. Et c'est la même chose avec le document que vous avez à droite, puisque le 1er août 1940, le préfet relaie une demande de la Feldkommandantur d'Épinal de lui livrer la liste des Allemands qui ont migré depuis 1933, qui sont domiciliés dans la commune d'Épinal, en faisant mention, vous le voyez, de la religion. Et là aussi, en fait, avant tout fichage, on sait. Alors, je ne sais absolument pas, en fait, comment ces données avaient été mises à la connaissance des autorités. Ce ne sont pas les archives de la synagogue d'Épinal, puisqu'elle était détruite au moment des bombardements et des combats de juin 40. Donc, il n'y avait aucune archive en fait, disponible à ce moment-là. Et ce serait intéressant de savoir en fait, comment ces listes ont été constituées. Alors, à partir de ces données, on va se demander comment la préfecture a traité les dossiers en fait, de naturalisés qui lui sont soumis par la commission parisienne. En fait, quels motifs vont viser, comment on va travailler. Alors, il y a des cas en fait, qui vont être extrêmement proches du cas de Pincus de Paul Giesenstein. C'est le cas, par exemple, d'un homme ou deux noms. C'est Léon Gertler, Lesbus Gertler, dit Berek Grunspan. En fait, cet homme-là, il a un profil similaire. En fait, son dossier il est traité aussi à l'automne 40 par Paris. Et en fait, il a tout contre lui. Il a tout contre lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est rentré sur le territoire français en quittant la Pologne avec une fausse identité. Et elle n'arrive pas à expliquer. Alors, dans un cas, il explique que c'est pour fuir en fait les pogroms qui se développent en 1919-1920 en Pologne, ce qui est une réalité. Mais c'est aussi le moment, en fait, visiblement, il fuit aussi le service militaire polonais à un moment où la Pologne est en guerre contre l'URSS. En fait, il apporte des réponses qui sont différentes dans le dossier qu'il constitue. Et ça, au fond, ça met un doute en 40 quand on examine son cas. De la même manière, le fait qu'il n'ait pas fait de service militaire, ni en temps de paix, ni en temps de guerre, que ses aptitudes professionnelles ne sont pas considérées comme un apport intéressant pour la France. En fait, il est marchand forain. De la même manière que cette activité est déjà encombrée en fait, sur le marché français, tout ça, en fait, joue contre lui sans compter les recommandations de nouveau de Marc Ruccard. Vous la voyez en bas à gauche. Ruccard écrit à la plume le naturalisé, Marc Ruccard, 15, 10, 36. C'est très clair, en fait. Vous avez une pression sur l'administration du Sceau qui, je vous le rappelle, a vraiment des pratiques très indépendantes vis-à-vis du pouvoir politique. En tout cas, si la commission dénaturalise en fait Gertler, c'est pour l'ensemble de ces données. Pour autant, elle va quand même demander en fait à la préfecture des Vosges un complément d'enquête concernant en réalité un fils, l'un de ses fils qui aurait combattu. Et en fait, la question de savoir, c'est si on
dénaturalise l'individu concerné, toute la famille. Donc là, ce ne serait plus un décret, un retrait individuel et isolé, mais ce serait un retrait dit général, ou si on fait un tri, en fait, parmi les individus. Et en fait, là, il va y avoir un tri qui va être fait, c'est-à-dire que suite à l'enquête qui va être faite par la préfecture des Vosges, on va décider qu'Abraham, le fils, l'aîné, ne sera pas dénaturalisé, en particulier sur la question des prisonniers de guerre, parce que tout simplement, Pétain avait demandé, après des premiers errements, en fait, à l'automne 40, Pétain avait demandé de ne pas dénaturaliser les prisonniers de guerre. Leur cas était mis dans les avis en fait, de la commission en réserve. Autre cas, en fait, alors là, on va retrouver des cas plus classiques qu'on a trouvés. Ça, c'est le cas de Baruch Herzmann, en fait, qui avait été condamné pour un attentat à la pudeur en 1935, à une peine d'un mois de prison, mais avec sursis, avec une très faible amende, mais en dépit du fait qu'il soit prisonnier de guerre, pour le coup, le préfet demande sa dénaturalisation, mais ce que ne fera pas, elle refusera de faire, la commission de révision de naturalisation. Quant à Salim Spitalny, qui est un commerçant textile de Saint-Dié qui est d'origine russe, alors lui, c'est plus compliqué. C'est un vieux naturalisé, entre guillemets, puisqu'il a été naturalisé en 1929. Il est marié avec une Française considérée comme juive, une famille picarde, je crois, de Lunéville. Et le problème, c'est que lui, il se déclare orthodoxe, mais il ne peut pas le prouver. Et en fait, le commissariat général aux questions juives estime qu'il faut le considérer comme étant juif. Et puis, l'autre chose, et ça, au fond, c'est ce qui va le perdre, c'est que quand l'enquête est lancée contre lui, il est déjà interné au centre de séjour surveillé d'Écrouves, qui est l'antichambre de Drancy et donc l'antichambre d'Auschwitz, au moment de l'enquête qui est faite en octobre 1942. Et au fond, ce qu'on lui reproche, et là, très objectivement, quand on lit le rapport, on se demande où est le racontard et la rumeur et la réalité, puisque on parle de quelqu'un qui se serait livré, je cite, à une propagande sournoise dans un sens communisant. Et on dit que c'est sur les marchés où il officiait qu'il tenait des propos de nature nettement révolutionnaire, mais il faut admettre qu'il n'a jamais adhéré à un parti politique. Et au final, si on devait faire la synthèse de tout, la demande est la dénaturalisation. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la commission, à Paris, ne va pas dénaturaliser Salim Spitalny. Mais malheureusement, Spitalny comme Baruch Herzmann seront tous les deux déportés et gazés à Auschwitz. Ça veut dire que si les enquêtes n'aboutissent pas, n'entraînent pas, on le verra tout à l'heure à la fin de la conférence, si le fait de dénaturaliser n'entraîne pas nécessairement en fait, la déportation, le fait d'avoir été ciblé par la commission à un moment ou à un autre, en fait, fait pointer les projecteurs sur les individus. Et puis, il y a dans un certain nombre de cas où dans les critères des commissaires de police, on ne va pas chercher une condamnation, on ne va pas chercher un reproche d'un engagement communiste, par exemple. Mais on va clairement afficher des propos antisémites. Alors, c'est rare. En fait, c'est même très, très rare. Mais parfois, c'est explicite. Alors, c'est explicite dans deux cas. Le premier cas, c'est dans la famille Aspi. Dans la famille Aspi, ce sont des commerçants textiles d'origine polonaise qui avaient été naturalisés en 1938. En fait, le bureau du Sceau donc, travaille à Paris avec le dossier de naturalisation. Et on s'aperçoit, en avril 1941, dit simplement que d'après le dossier de naturalisation, je cite, on a et c'est le motif préjugé pas très favorable.
Alors, ça ne va pas engager une dénaturalisation, ça va simplement enclencher une demande d'enquête au préfet des Vosges. Alors, ce préjugé pas très favorable, il va être construit comme pour les autres juifs d'origine polonaise sur toujours les mêmes critères. Europe de l'Est, donc mal assimilable à la société française. Une première demande qui avait été ajournée, une naturalisation qui n'est pas de 36 mais 38, très récente, des aptitudes, et vous le voyez dans le document-là, ça, c'est le document qui avait été complété à l'origine, c'est-à-dire au moment où la famille Aspi avait fait sa demande de naturalisation. On voit bien, regarde en bas, est-ce que cette personne peut avoir un apport, peut avoir un apport intéressant professionnellement pour la collectivité? Réponse, non. Est-ce que dans son secteur, il y a une pénurie de main-d'œuvre? Réponse, non. Est-ce qu'il exerce une profession susceptible de devenir surnuméraire? En gros, la réponse est plutôt. Donc, d'emblée, en fait, on cumule en fait les avis négatifs, même si à la fin du dossier, on explique que c'est quand même un commerçant qui est prospère, qu'il occupe 2 vendeuses françaises. Mais l'enquête en fait de police va littéralement enfoncer le clou. Et si le commissaire écrit que le père, qui était mobilisé en 39-40, que sa conduite, sa moralité, son honorabilité n'a pas donné lieu à des remarques défavorables des services de police, il écrit sans qu'on n'en ait aucune preuve, aucune source, il note: l'on s'étonne toutefois qu'il ait fait fortune aussi rapidement. Si rien de particulier ne peut être relevé contre eux, il semble que leur probité n'est pas impeccable. Et puis il écrit ensuite: de par sa religion juive, Aspi adhérait au Front populaire. Résultat des courses, à la séance du 23 janvier 42, retrait général de la nationalité pour l'ensemble de la famille. Et puis en termes de violence antisémite, on atteint le sommet avec un autre cas. En octobre 41, le commissaire de police, donc sur demande de la commission et du préfet, donc, fait une enquête sur un jeune étudiant spinalien qui s'appelle Israël Rapoport, qui a vraiment 3 arguments tout à fait en sa faveur. Hein. Il fréquente le lycée d'Épinal. Au moment de la guerre, il a contracté un engagement volontaire et qu'il est prisonnier de guerre. Mais vous le voyez sous les yeux, le commissaire note tout derrière: Rapoport Israël n'est pas connu des services de police parce que trop jeune, né en 1919, et n'ayant pu prendre comme tous ses coreligionnaires une activité commerciale néfaste pour les véritables intérêts de la France. Deuxième point, de par sa religion juive, adhérer obligatoirement au Front populaire où on était sympathisant. Et on retrouve ça sur ce qui avait été noté sur le rapport de la famille Aspi. Et enfin, il n'a pas pu être établi si Rapoport Israël était apparenté avec le leader communiste Karl Rapoport, bien connu, qui a joué un rôle si néfaste en France, notamment dans la région, il y a une faute, dans la région de l'Est. Et là, clairement, on a tous les clichés antisémites qui s'affichent sur le cas de Rapoport. Alors, il y aura une demande de dénaturalisation, évidemment, avec un tel rapport, mais ce que l'on sait, c'est qu'à Paris, la commission ne traitera pas le dossier ou n'aura pas le temps de traiter le dossier. En fait, on ne sait pas. Il faudra vraiment que j'aille voir si le dossier, si la procédure a été lancée. Mais ce qui n'a pas empêché Israël Rapoport d'être arrêté, déporté et lui aussi gazé à Auschwitz. Alors, qu'est-ce qu'on doit conclure de toutes ces enquêtes? C'est qu'au regard des derniers éléments que j'ai exposés sur les familles Aspi ou Rapoport, on aurait pu s'attendre quand même à ce que la trentaine de familles juives ciblées par la commission et enquêtées par la police spéciale subissent le même genre de préjugés. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les 2 tiers des familles juives qui sont enquêtées sont absolument épargnés par tout cliché antisémite. Bien au contraire.
Et ça, c'est quand même étonnant dans la manière dont le commissaire de police, puis le préfet, ont validé en fait le tri et le criblage qui a été fait entre les intéressés. Alors, c'est difficile de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a un effet chronologique? C'est possible. Il y a quelque chose qui est très marquant, c'est qu'on a l'impression qu'en octobre 41, on a une concentration d'enquêtes qui sont totalement défavorables pour les Israélites. Ça, c'est très clair. Pour le couple Aspi, le couple Abramovich-Lépinal, pour Israël, pour Israël Rapoport, pardon, et Baruch Herzmann, c'est la même période à laquelle on devrait aussi rajouter aussi le cas de la famille Wolf-Turkheimer, euh, où on ne donne pas d'avis, mais on note quand même, on ne donne pas d'avis de retrait, mais le commissaire ne peut pas s'empêcher de noter. Il y a néanmoins lieu de remarquer qu'entrée en France en novembre 1934, cette famille israélite a obtenu 2 ans plus tard la naturalisation française, ce qui est soupçonné en fait du favoritisme, euh, puisque ça correspond à l'année 1936. Alors, à quoi correspondrait cette période d'octobre 41? Pour le moment, je n'ai pas la réponse, parce qu'en fait, elle se situe entre 2 vagues d'arrestation de juifs étrangers par les autorités allemandes en zone occupée. La première vague, j'en parlerai à la fin, c'est une vague qui a lieu au printemps 1941, et la deuxième vague, c'est la vague du Veldiv et de l'été 42. Pourquoi, là, en octobre 41, le commissaire de police met autant d'avis négatifs? Et ça interroge parce que on peut se poser la question de l'enquêteur. Parce que cet enquêteur-là, qui met ces avis-là, quand il interroge et quand il fait l'enquête sur Tinsky, qui est le ministre officiant de la synagogue d'Épinal, comme Voltchonok, qui est le bedeau de la synagogue d'Épinal, sur la famille Broda, qui sont des marchands forains originaires polonaises qui vivent à Épinal, quand ils travaillent sur les médecins Waxman et Reiner, ils donnent des avis favorables au maintien et ils dressent des portraits en citant le fait qu'ils sont israélites, mais à aucun moment il n'y a un préjugé. Alors, c'est difficile de comprendre pourquoi il applique deux jugements si différents. C'est un personnage qui est compliqué parce qu'en fait, l'homme qui fait ça, c'est Théophile Kurtzman. C'est lui dont je vous disais qui a fait l'essentiel des enquêtes entre janvier 41 et l'été 42. Théophile Kurtzman, c'est un Alsacien. Il est entré dans la police au début des années 20. Au moment où la guerre se déclare, il est commissaire spécial à Mulhouse. Il se replie. Il est arrêté quand il revient à Mulhouse par les Allemands quelques temps. Et ensuite, à l'issue de son court séjour en prison, en fait, il vient dans les Vosges et il se met au service en fait du préfet de police, du préfet des Vosges, et il obtient donc, il est nommé en fait commissaire à Épinal en septembre 40. Et en janvier 41, alors commissaire de la ville d'abord, puis en janvier 41, commissaire spécial. Donc c'est lui qui, pour le coup, donc, va être en charge des fameuses enquêtes. Et c'est un personnage qui est ambigu. Tout le temps. En fait, on ne sait jamais comment percevoir ses actions. Il sera de nouveau arrêté sur ordre de la Gestapo en août 42 et libéré en septembre, puis il sera de nouveau arrêté, cette fois-ci par le comité départemental de libération pour un procès en novembre 44. De la même manière, il y a des commerçants israélites d'Épinal qui disent que cet homme les a prévenus d'arrestation imminente, et en même temps, c'est le même personnage qui achète un bien juif, un immeuble juif sur la route d'Archette à Épinal. Donc, c'est vraiment extrêmement complexe de savoir en fait quels sont les filtres personnels de Théophile Kurtzman, mais en tout cas, cela met le point sur une chose qui est fondamentale, c'est le poids des relations interpersonnelles dans la constitution des enquêtes. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant. Au niveau local, on s'aperçoit à quel point le réseau relationnel, en fait, va jouer
pour ou contre tel ou tel individu. Et Claire Zalk avait fait en fait la même remarque concernant le comportement des rapporteurs de la commission au niveau national, en étudiant en fait les avis qui avaient été émis par les différents rapporteurs, la trentaine de rapporteurs qui ont travaillé sur toute la période. Elle a clairement montré que certains rapporteurs, en fait, pour des raisons qu'elle explique, avait une tendance à demander la dénaturalisation de manière extrêmement facile, alors que d'autres, absolument pas, soit demander des maintiens, soit multiplier les enquêtes, manière de ralentir en fait le plus possible la procédure. Et au fond, on s'aperçoit que le sort des individus, entre la relation interpersonnelle qui existe au niveau de l'enquêteur, puis en fait du fonctionnement propre du rapporteur à Paris, fait que les trajectoires en fait vont être radicalement différentes. Alors, les conséquences pour les naturalisations, et j'en ai presque fini, les conséquences, elles vont être nombreuses. La première, c'est l'affichage public. Là, vous avez le cas, par exemple, du document que le préfet des Vosges envoie au bureau du Sceau à Paris, confirmant en fait qu'il a bien fait afficher à la préfecture et au tribunal d'instance le plus proche du domicile de l'intéressé le décret de déchéance de la nationalité pour le rendre public et qu'il l'a fait publier également dans la presse que le préfet avait désignée pour publier les annonces légales. Et puis, il y aura une étape supplémentaire et on le voit sur le document, c'est que très rapidement aussi, en fait, on va avoir obligation de notifier en personne aux concernés leur retrait de nationalité, parce que jusque mars 1942, les dénaturalisés l'apprenaient généralement par voie de presse. À partir de mars 1942, ils devront se rendre généralement à la mairie, dans les communes, dans les petites communes, sinon dans les commissariats de police, et ils devront rendre leurs papiers, rendre le décret, l'ampliation du décret de naturalisation, rendre leur carte d'identité française. C'est à ce moment-là, c'est sous Vichy que la carte d'identité commence à se développer. Elle est rendue obligatoire pour les plus de 18 ans par Vichy depuis août 1940. On rend aussi sa carte d'ancien combattant si on l'a eu, notamment pour les combats de 39-40 avec le livret militaire ou le passeport. Alors, la question va se poser tout de suite après de quelle nationalité donner à ces gens. Alors ça, c'est un problème juridique qui ne sera pas tranché. Alors Claire Zalk dit que c'est vraiment, il y a encore toute une histoire à faire là sur le devenir de ces individus. On sait que le gouvernement français a passé des accords avec le gouvernement italien pour récupérer, entre guillemets, ces dénaturalisés, mais ça, c'est relativement complexe. Dans d'autres cas, en fait, le gouvernement suggère de rendre les gens apatrides, parce que, évidemment, un État souverain ne peut pas imposer à un autre État souverain de reprendre en fait quelqu'un qui a été déchu de sa seconde nationalité. Donc là, il y a une espèce de flou complet qui existe. Mais alors, les conséquences, évidemment, pour les individus, elles sont nombreuses. Ils reviennent en fait avec le statut d'étranger, mais soumis en fait à 3 types de catégories. Soit ils obtiennent une autorisation de séjour annuelle renouvelable avec une autorisation de travailler. Alors, à partir de 1943, la demande de main-d'œuvre allemande est tellement forte que ça se développe. Soit ils sont assignés à résidence avec une possibilité de travailler, soit ils sont éloignés du territoire, voire internés. Pour tous les fonctionnaires, c'est la perte de l'emploi qui est systématique, mais aussi pour tous les gens qui travaillent dans des métiers comme la médecine, le métier des avocats, le métier des architectes, puisqu'en fait, tous ces métiers entre août et décembre 1940 adoptent des règlements intérieurs qui en fait éloignent non seulement l'étranger, mais ensuite en fait vous apercevez que vous ne pouvez plus exercer si vous êtes étranger, vous ne pouvez plus exercer si vous êtes français de parents étrangers, il faut être seulement parent de parents, il faut être français de parents français. En fait, c'est ça en fait espèce de continuum qui existe avec la fin de la Troisième République et qui se continue jusqu'à la fin 1940. Et puis évidemment, pour ces personnes concernées,
c'est la perte évidemment des droits politiques. Alors pour la question des dénaturalisés juifs, il y a une autre question qui se pose, c'est celle, et je vais finir là-dessus, c'est celle de la déportation. Dès la loi du 4 octobre 40, en fait, le statut, on sait que les préfets peuvent assigner à résidence ou interner les juifs étrangers sur le territoire. Et ces juifs vont être la cible d'arrestations massives, je vous l'avais dit tout à l'heure, au printemps 1941. En mai 41, par exemple, 3700 juifs étrangers sont arrêtés à Paris. Et donc, c'est dans ce contexte en fait, que vont apparaître un certain nombre d'enquêtes qui vont être faites par les autorités, alors sur demande des autorités allemandes, que relaient les autorités françaises. On a par exemple, à partir d'avril 41, donc on est vraiment dans ce mouvement où on prépare les arrestations massives, le préfet des Vosges fait savoir donc, aux représentants français auprès des autorités allemandes à Paris le nombre d'Israélites, le recensement des Israélites dans le département des Vosges, des Israélites étrangers, pardon. Ils sont fixés à 80. Et il y a une note manuscrite qui décrit très précisément sur les 80 Israélites étrangers dans le département, on a 9 qui sont issus des pays frontaliers, 37 sont polonais, 18 sont allemands ou autrichiens, 8 sont d'un autre pays européen et 8, c'est-à-dire 10%, sont des apatrides, des déchus de nationalité, et ce sont uniquement des Polonais ou des Allemands. Et 15 jours plus tard, donc très rapidement, on est vraiment là sur le même rythme de ce qui se passe à Paris. En fait, le préfet demande, et je cite, de faire procéder dès maintenant à l'internement de quelques Israélites étrangers à choisir parmi ceux qui sont connus pour leur attitude contraire aux intérêts du pays ou qui se sont conduits illégalement en France, introduits illégalement en France, notamment depuis le 1er septembre 1939, ou encore dont l'absence de ressources les place en surnombre dans l'économie nationale. Et en fait, le préfet va fournir des listes. Alors là, c'est la liste, par exemple, sous les yeux, c'est le registre en fait, des Israélites étrangers de l'arrondissement d'Épinal. Donc, c'est un document en fait, qui était conservé au commissariat de police d'Épinal. Et vous voyez à droite la colonne, on voit des 100 nationalités, SN, SN, SN. Vous avez une famille d'origine allemande. Et puis, tout en bas, vous voyez Slama Rosenberg. C'est la famille Rosenberg de Marceline Loridan-Evans, c'est son père, c'est avec lui qu'elle a été déportée à Auschwitz. La famille, à ce moment-là, en fait, est, si je ne dis pas de bêtises, déjà réfugiée dans le Vaucluse, là où ils seront, à Bolène, là où la famille sera arrêtée. Dans la liste que va fournir en fait le commissaire de police, il y a quelque chose qui est intéressant. En fait, le commissaire de police, il a ses 80 noms et il faut qu'il en choisisse quelques-uns. Alors, il va choisir 6 familles. Il va choisir la famille d'Abraham Zilberman, un Polonais coiffeur à Épinal. La famille de Marcel Zetani, qui est polonais, un commerçant en bonneterie de Thaon. Il apprend de Bernardo Tauber, un Italien, sans profession ni adresse inconnue, et sa compagne Rosa Silska, qui est également polonaise. Maurice Percal, polonais, marchand forain à Épinal. Et puis vous l'avez sous les yeux, Paul Wiesenstein et son épouse Sirla. Alors ça, c'est le cas typique, en fait, où vous avez un dénaturalisé qui est pris dans les filets de la police française pour fournir le contingent de déportables étrangers ou déchus aux autorités allemandes. Et c'est clairement dit, si vous regardez le premier paragraphe, on note, donc il était blessé au bras gauche pendant les combats de 39-40 par un obus, et alors qu'il était encore militaire et prisonnier, l'intéressé a été déchu de la nationalité française, ainsi que son épouse et sa fille Ida, mais pas l'autre enfant né après le décret de naturalisation. Et le dernier paragraphe, on note les époux Wiesenstein font l'objet de renseignements assez favorables. Toutefois, du fait de la suppression de leur commerce,
évidemment par la politique de spoliation, ils sont susceptibles de se trouver sans ressources et de venir en surnombre pour l'économie nationale, pourraient faire l'objet d'une mesure d'internement. Alors, on voit bien, en fait, la famille Wiesenstein, elle se retrouve littéralement coincée entre deux mesures qui visent les Juifs, la politique de spoliation des entreprises et des biens juifs, d'appauvrissement de la population juive, et d'autre part, la politique de dénaturalisation. Cependant, Paul Wiesenstein et Sierra ne seront pas arrêtés. En tout cas, ils ne seront pas arrêtés à la suite de ce rapport, puisqu'en fait, on les retrouve à Paris à l'été 42. On le sait parce qu'en fait, pour survivre, comme beaucoup d'Israélites qui ont été spoliés de leurs biens, ils commettent des infractions de nature économique dans du commerce essentiellement textile ou denrées alimentaires, évidemment parce qu'ils sont en mode littéralement survie. Et en fait, il sera arrêté à Paris. Alors, je ne sais pas si c'est lors de la rafle du Veldiv, ça, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, c'est à Paris qu'il est arrêté, que la famille est arrêtée et qu'elle sera déportée ensuite et gazée à Auschwitz. Mais en tout cas, il ne faut pas faire une erreur et un raccourci qu'on fait assez fréquemment. Dans tous les cas des autres personnes déportées que l'on connaît, en fait, il n'y a pas eu, à part Paul Wiesenstein, de dénaturalisation. Soit parce que l'avis de retrait de la préfecture n'avait jamais abouti au niveau de la commission à Paris, soit parce que tout simplement la préfecture avait demandé le maintien de la nationalité. Mosek Broda, Rachel Wichel, Melech Rosenholz ont tous eu des rapports très favorables du commissaire de police, de Kurtzman, et pour autant, ils ont été arrêtés et déportés. Donc, on peut suivre très clairement Claire Zalk lorsqu'elle explique qu'il est difficile de mettre en évidence des mécanismes de causalité directe et systémique entre retrait de nationalité et déportation. Enfin, pour conclure, on sait que entre janvier 41 et août 44, la préfecture elle a instruit près de 270 dossiers et qu'elle a émis en fait des avis de retrait pour 10% des personnes lorsqu'elle mettait un avis motivé. Je fais abstraction des rapports qui finissent par sans avis. Derrière ces chiffres, en fait, il y a une autre réalité. C'est que en fait, les juifs naturalisés ne représentent que 15% des individus qui sont visés par les enquêtes. Mais en fait, ils vont constituer la moitié des avis défavorables prononcés par la préfecture et le commissaire de police. Et de même, un quart de leurs dossiers se concluent par des tels avis, alors que si on regarde le cas des Italiens, ça concerne à peine 5% des Italiens qui sont visés par des procédures. Donc, très clairement, s'il n'y a pas de lien direct entre les procédures de dénaturalisation et les déportations, en tout cas, cette loi, elle a une dimension antisémite évidente, même si à aucun moment elle ne l'affiche. Et même si, en fait, on a des individus qui ne cherchent, qui sont épargnés en fait par les enquêtes de police, le fait d'enquêter sur eux met la focale sur ces individus. Et alors, on a des comportements qui sont très, très étonnants. En fait, on s'aperçoit à quel point certaines personnes visées n'étaient pas conscientes du danger. On a le cas, par exemple, d'Isaac Aspi, donc, qui est dénaturalisé en août 42, et il écrit, alors qu'il est réfugié dans un village de la Creuse, en juillet 43, alors que les rafles, en fait, et les arrestations massives, y compris en zone non occupée, enfin qui est devenue occupée depuis novembre 42, on connaît toutes ces rafles. Pour autant, il écrit à la commission et au maréchal Pétain pour demander la révision du jugement sur son retrait de naturalisation. Toujours est-il qu'il va quitter très rapidement la commune, parce que évidemment, et c'est ça en fait un effet indirect sur les juifs naturalisés, y compris pour ceux qui n'ont pas été visés directement par les enquêtes, en fait, ils sont repérés et repérables. Et puis, une dernière chose, c'est la logique en fait, de cette loi de juillet 40. En fait, la manière dont elle fonctionne,
Ça, quand on travaille à l'échelle nationale, comme l'a fait Claire Zalk, et quand on travaille à l'échelle locale, on s'aperçoit très concrètement que la volonté politique qui avait été affirmée à l'automne 1940, on vise 36, les Juifs et les recommandés, très rapidement, en fait, cette logique, elle va s'étioler parce que tout simplement, la machine administrative va reprendre en main en fait, le fonctionnement de la commission avec ses logiques propres, administratives et bureaucratiques. Et la conséquence, c'est que désormais, les décisions ne sont plus des décisions qui relèvent d'un pouvoir discrétionnaire, mais d'un pouvoir arbitraire de chaque acteur. Un pouvoir discrétionnaire qui est propre à l'administration, c'est un pouvoir qui peut être opposable par un tiers et qui est reproductible dans une procédure suivant des normes. Mais là, on voit bien qu'avec le comportement des rapporteurs, il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire. C'est vraiment un pouvoir totalement arbitraire. Et c'est ce qu'on retrouve à l'échelon local avec les enquêtes de police, où là, l'arbitraire qui est lié ce coup-ci à tout un réseau de connaissances interpersonnelles qui en fait module en fait le jugement sur les individus. Et autant les lois de spoliation ne laissaient échapper absolument personne. On pouvait toujours essayer de trouver des connaissances qui pouvaient racheter votre entreprise quand vous étiez un industriel ou un commerçant bien installé, qualifié d'israélite, de juif. Mais vous n'échappiez pas à la spoliation et à la mécanique de la spoliation. Autant là, en ce qui concerne la dénaturalisation, c'est une immense roulette russe qui est en marche. Et concernant le pouvoir bureaucratique, et je finirai là-dessus, tous les dossiers comportent en fait un bilan en 44 et surtout 45, où tout simplement, en fait, une ordonnance du gouvernement provisoire en fait, de la République avait annulé les actes du gouvernement de Vichy, c'est-à-dire que automatiquement, les intéressés devaient retrouver leur nationalité. Cependant, on a des enquêtes qui sont lancées. Et sur les deux dossiers que j'ai vus, que j'ai pu le noter, enfin sur deux dossiers, pardon, celui de la famille Aspi et celui sur la famille de Romano-Fulin, les appréciations qui avaient été portées par les commissaires ou la commission dans les années 40-44, en fait, vont engendrer pour la bureaucratie de la République retrouvée des enquêtes. Pour la famille Aspi, c'est l'enrichissement qui est suspect, et donc la probité. Et donc, il y aura une nouvelle enquête qui sera lancée pour Romano Fulin. Le fait que le maire de la commune dans laquelle il résidait le qualifiait d'individu peu intéressant va de nouveau entraîner aussi une enquête. Comme quoi, la sphère administrative a une pratique et une mémoire surtout qui échappe largement à la volonté politique. Je vous remercie pour votre patience.